Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à Objectif Limoges, le podcast de la rédaction du Populaire du Centre, consacré à la campagne des élections municipales à Limoges. Pendant une petite vingtaine de minutes, nous allons décrypter et analyser cette campagne à l'aide des journalistes du Populaire du Centre et de grands témoins. Ce soir, le thème du podcast, c'est celui de l'écologie. Mais avant cela, on commence tout de suite ce podcast avec l'actualité de la campagne des municipales à Limoges. Et on va parler du nombre de listes. Alors Franck, le nombre de listes plutôt conséquent. On part pour l'instant sur 9 listes. Oui, 9 listes, ce qui est assez unique par rapport aux précédentes élections. Il n'y a clairement jamais eu autant de listes dans l'histoire des élections municipales à Limoges. On a interrogé ce matin un historien local qui nous expliquait qu'au 19e siècle, il n'y en avait jamais eu plus de 4. Et dans l'histoire récente, pour mémoire, on était monté jusqu'à 7 listes en 2012, 2014, 2008 et 95, il y en avait 6. Alors comment on explique ce nombre de listes aussi important ? Évidemment par la division de la gauche. Pour la première fois, il y a 5 listes étiquetées à gauche contre 3 par le passé. Les Verts partent également de manière autonome, alors ça ils l'avaient fait en 2008. Et à droite de la droite, il pourrait y avoir 2 listes, celle du RN et du dissident Vincent Gérard. Pour le RN, c'est encore à vérifier. Ajoutons à cela la liste appelée Nouveau Printemps pour Limoges. Et puis il y avait là encore une première dans l'histoire municipale, une liste corporatiste conduite par les avocats de Limoges. Là encore, on a vérifié au 20e comme au 19e, il n'y en a jamais eu. Mais apparemment, Sébastien, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une cette année encore. Oui, heureusement. J'ai envie de dire, voilà. On arrête un peu la blague, la plaisanterie. C'était un coup politique pour faire parler du combat des avocats qui est légitime. Mais l'élection municipale, c'est pas défendre des intérêts catégoriels, c'est avoir un programme pour toute une ville. Aujourd'hui, défendre les retraites, c'est légitime, je le répète. Se présenter aux élections pour faire parler de soi sans avoir un réel programme, un réel travail à faire sur l'ensemble de la ville, c'est pas respectueux des citoyens et des autres candidats. C'est aussi bien que finalement cette liste renonce. Alors ils disent qu'ils avaient les moyens de la monter. On peut aussi en douter parce que trouver 55 noms en une semaine, c'est pas forcément évident. On voit que c'était surtout le barreau de Limoges qui voulait faire un coup. Maintenant, ça reste malgré tout la démocratie. Il y avait 9 listes. C'était quand même, on peut présumer que les électeurs allaient faire leur choix et allaient savoir s'y retrouver. Oui, mais il faut voir ce qu'on entend par liste. Il y a quand même des choses qui sont peut-être pas au niveau des enjeux de l'élection municipale. Je pense à Lutte ouvrière qui veut une municipalité ouvrière. C'est quoi la différence avec les autres listes de gauche ? Ils ont un programme de gauche, mais la différence, elle est où ? La liste pour un printemps pour Limoges, on peut s'interroger aussi sur est-ce qu'ils ont un programme vraiment pour Limoges, des choses à faire valoir qui ne sont pas déjà dans les autres listes qui se sont montées. On tombe un peu dans le narcissisme des petites différences. Qui sera le plus écolo, qui sera le plus à gauche, qui sera le plus citoyen. Les électeurs, c'est pas sûr qu'ils s'y retrouvent et ils pourraient être très divisés. Après, est-ce que c'est mieux d'avoir comme au 19e siècle seulement 4 listes ? Personnellement, j'en suis pas sûr. Les avocats, c'est vrai que c'est risible ce qu'ils ont fait, les avocats, mais ils ont quand même, avant ça, opposé des arguments sérieux sur la réforme des retraites. Ça fait des semaines qu'ils ne sont pas écoutés sur cette réforme des retraites. Ça fait des mois qu'ils ne sont pas écoutés sur la réforme de la justice. Et ils ont trouvé un seul moyen de se faire entendre, comme beaucoup de personnes actuellement, c'est faire le buzz et des coups de com'. Et là, je suis d'accord avec Sébastien. Ils ont fait un coup de com' qui marche, puisque regardez, on parle d'eux. Bon, en tout cas, il n'en reste pas moins qu'on s'oriente vers 9 listes à Limoges, mais ça profite à qui, Franck ? Ça profite à la droite, l'équipe sortante d'Émile Roger-Lamberti, qui a eu l'intelligence de faire l'union avec le centre. Donc ça, c'est plutôt positif pour lui. Et puis qui regarde, j'imagine, en souriant, l'éclatement de la gauche, qui, pour le coup, comme le disait Sébastien, effectivement, n'arrive pas à s'unir, n'a pas réussi à s'unir. Quid du deuxième tour ? On verra ça dans pas très longtemps. On l'a vu là encore ce mardi, la gauche se diviser sur le projet d'une autoroute qui ne se fera pas. Bon, on peut juger de la pertinence de vouloir être plus écolo sur un projet qui, de toute façon, est un coup électoraliste qui a été fait par En Marche. On peut s'interroger quand même sur faire profil bas plutôt que d'essayer de faire de ça un argument de campagne contre le PS. C'est pas forcément la meilleure stratégie en vue d'une union au second tour. C'est demain soir 18h que l'on aura le nombre de listes définitifs et officiels sur Limoges. On parle de 9 listes actuellement. Est-ce que ça sera vraiment le cas, Sébastien ? Il y a un petit doute quand même.
Le dernier doute, finalement, c'est sur le Rassemblement national. J'ai eu le représentant du Rassemblement national tout à l'heure au téléphone. Il leur manque 2 noms, 2 femmes, qui vont essayer de trouver dans ces dernières 24 heures. Ça ressemble un peu à une mission pas impossible mais compliquée. On verra ça à 18h. Eux, ils se donnent vraiment jusqu'à cette date butoir pour déposer la liste. Et oui, parce que Vincent Gérard est passé par là avant et a siphonné quand même pas mal de colistiers. Donc, ils ont quand même des idées qui sont sensiblement identiques. Forcément que ça va être compliqué pour le Rassemblement national. Bon, eh bien, nous verrons ça demain soir, 18h, pour cette dernier carat et le nombre de listes officielles sur Limoges. Cette première partie du podcast est terminée. On passe tout de suite à l'édito et c'est Julien Biguet qui va nous parler d'écologie. Ne cherchez plus la couleur à la mode de 2020, c'est le vert. Du vert sur le programme, l'affiche et le bulletin. Aujourd'hui, nos politiques semblent faire de l'écologie leur martingale. Un fort parfum de greenwashing, le même que celui des allées de nos supermarchés, se dégage des discours électoraux. Certes, Europe Écologie n'a pas le monopole du vert. Certes, promettre d'investir sur les économies d'énergie dans la ville marque une envie d'agir. Mais cela permet-il de bâtir un avenir écologique ? Non. Aucune personne ayant sérieusement étudié les mécanismes en jeu ne peut dire qu'il est suffisant de développer des énergies plus propres et d'en consommer moins. C'est impératif, oui, mais pas suffisant. Car ce n'est que la moitié du problème. L'autre moitié est bien moins acceptable par notre société de consommation. Notre système de production de richesse par habitant et le nombre d'habitants tout court, voilà les 2 autres termes de l'équation à résoudre. Alors, à l'échelle locale aussi, on pratique le grand écart. Sus aux pesticides, mais vive les 2x2 voies, les autoroutes, ou un vol régulier depuis Limoges pour Paris ou Lyon. Planter des arbres et des jardins est sympathique, mais n'a qu'un impact marginal sur les émissions de CO2 pendant 20 ans. Surtout si, dans le même temps, on base encore l'économie sur l'artificialisation des sols et l'accroissement de l'appareil de production. Si la politique se juge sur les actes en termes d'écologie, il est urgent de faire préciser aux candidats leurs mots. Merci Julien, on poursuit avec la dernière partie du podcast, celle qui est consacrée au thème de l'écologie. Et nous allons le faire en compagnie de Michel Galliot. Vous êtes climatologue, vous avez exercé à Météo France durant 35 ans. Vous faites partie de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Vous êtes porte-parole de Marche pour le climat et militant dans plusieurs associations environnementales. Bonsoir Michel Galliot. Bonsoir. Et tout de suite, la première question pour Franck. Oui, monsieur Galliot, on l'a entendu dans l'édito de Julien Biguet à l'instant. La couleur à la mode en 2020, c'est donc le vert. Vous qui êtes de tous les combats environnementaux, qu'en pensez-vous ? N'est-ce pas finalement une bonne nouvelle ? Alors, c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, des thèses que l'on défend depuis des années et des années commencent à être reprises. Simplement, je dirais, vous avez utilisé le terme de mode. Et effectivement, ce qu'on voudrait bien, c'est que ce ne soit pas superficiel comme la mode. Alors, on a vu, justement, on en parlait un peu hors antenne, on a vu vendredi que le projet de A147 était sur les rails, pour reprendre un jeu de mots qui ravira les vrais écologistes. Est-ce que c'est un marqueur politique, ce choix de développer l'autoroute ? C'est effectivement un marqueur sociétal. Parce que ça veut dire qu'effectivement, continuez à utiliser votre voiture. Je dirais même, il faut encore plus l'utiliser parce qu'il va falloir rentabiliser cette autoroute. Donc il faudra qu'il y ait encore plus de voitures, encore plus de camions. Donc on a le signal, la direction dans laquelle on nous engage, qui est la direction qui nous emmène dans le mur. Ce que l'on dit depuis, ce que disent les scientifiques depuis des dizaines d'années. Les défenseurs d'autoroute pourraient vous rétorquer que les gens veulent se déplacer. Quel est le rôle du politique ? Et quel est le rôle du scientifique que vous êtes par rapport à ce choix de société ? Alors le rôle du scientifique, c'est de montrer la réalité des faits, de montrer ce qui peut nous arriver. Et le rôle du politique, c'est quand même d'imaginer un futur. Et plus que de suivre l'avis des habitants. Si on suit effectivement l'avis des habitants, eh bien on fait comme on fait depuis 50 ans, et donc on va dans le mur. Donc le politique a un rôle d'éducation, mais de vision. Or, là, la vision que nous amène le politique, c'est plutôt une vision des années 80. Oui, M. Galliot, la FLEPNA, Fédération Limousine d'études et de protection de la nature, a annoncé qu'il était nécessaire de développer des déplacements en vélo, de privilégier les transports en commun, de limiter les déplacements en voiture. Une annonce qui date de 1975. 45 ans après, on a l'impression que Limoges a pris beaucoup de retard en termes de mobilité. Quelle est votre analyse sur la question ?
Ben, effectivement, hein, ça commence, plus aucun candidat aux élections municipales à Limoges ou ailleurs ne va remettre en cause cette idée qu'il faut diminuer la place de la voiture en ville et avoir des déplacements, ce qu'on appelle les modes de déplacement doux, donc à pied, en vélo, et les transports en commun font partie du lot. Donc plus personne ne le nie. Simplement, il y en a qui débarquent plutôt que d'autres. Par exemple, Grenoble a fait beaucoup plus d'efforts, est allé beaucoup plus loin. Limoges, il y a des progrès de fait, effectivement. Depuis 6 ans, depuis 10 ans, il y a des progrès de fait, mais on parle de très loin et il y a vraiment des gros efforts à faire. Là, on parle de Grenoble, c'est un maire écologiste, on est d'accord, un des seuls en France. Est-ce qu'il y a des villes de même taille que Limoges qui ont fait des progrès en matière de mobilité qu'on pourrait citer à votre connaissance? Alors, au niveau de la taille, il y a des villes plus importantes. Hein, Strasbourg, Nantes sont des villes que l'on met en avant. Il y a probablement des petites villes aussi qui peuvent être mises en avant. Hein. Donc, tout ce qui est proposé là, tout ce que l'on met sur la table, c'est des choses qui sont faisables. Ce ne sont pas des utopies. Hein. Ça existe, on peut prendre des exemples à droite, à gauche. Et puis, je dirais aussi, les gens sont prêts à prendre ce mode de déplacement. Sur le vélo, les transports en commun, quelles sont vos préconisations pour Limoges, notamment en tant que Marche pour le climat? Vous avez auditionné vous avez posé 10 propositions pour les différents candidats. Sur ces 2 volets-là, qu'est-ce que vous préconisez? Alors, pour les transports en commun, nous disons que pour développer vraiment les transports en commun, il faut avoir des fréquences et des temps de transport qui soient diminués, des fréquences importantes et des temps de transport diminué, pour que quelqu'un qui laisse sa voiture à l'entrée de Limoges puisse aller rapidement et revenir à sa voiture. Donc ça, c'est vrai que le problème des fréquences est très important. Le tarif aussi, des tarifs sociaux, hein, on n'a pas demandé la gratuité, mais des tarifs sociaux permettant à des gens qui ont des difficultés pour se déplacer ou qui n'ont pas beaucoup de moyens de se déplacer plus facilement. Dans le cadre du vélo, eh bien, on demande de cranter nettement au-dessus de ce qui se fait actuellement. Actuellement, le budget vélo, c'est à peu près 3% du budget de la voirie. Nous demandons qu'il arrive à 10%, ce qui est un créneau qui nous semble vraiment indispensable. Ça demande des choses. Alors, il y a le matériel, il y a les bus, les vélos, il y a aussi l'aménagement des voies. C'est un projet global. C'est un projet global qui comprend la construction de pistes sécurisées, mais qui comprend très probablement aussi l'information massive des automobilistes pour que les automobilistes sachent que, quel que soit l'endroit où ils sont sur la rue, ils peuvent avoir des vélos. Le vélo a la place sur la rue. Bien entendu, c'est bien de le sécuriser, en particulier pour toutes personnes. Beaucoup de gens ont un peu peur. Donc, avec ces pistes, avec ces bandes cyclables, ça leur donne confiance et on aura plus de gens sur la route. Et pour le coup, c'est de la compétence essentiellement de l'agglo, hein, il faut le rappeler. Tout à fait, c'est la compétence de l'agglo. Une autre question qui se pose et qui sera aussi au cœur de ce que peut faire l'agglo, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal qui va dessiner un peu des zones à répartir. On a parlé dans l'édito de l'artificialisation des sols, de l'étalement urbain qui grignote un peu les espaces protégés et les espaces naturels. Qu'est-ce que vous préconisez à ce niveau-là, au niveau de l'agglo, pour défendre la biodiversité, les espaces naturels? Là aussi, il faut limiter la place que prend l'humain et surtout la transformation profonde qui est d'artificialiser les sols. Alors, on demande un objectif de 2% sur 6 ans, pas plus de 2% pour 6 ans. Vous savez qu'en 10 ans, on a quasiment un département français qui disparaît. Et donc là, il faut donner un coup de frein. Ça va être, par exemple, avoir des parkings qui soient transparents au niveau de la pluviométrie, mais également limiter le grignotage des terres agricoles, des espaces naturels. Là, effectivement, c'est aussi essentiel à la fois pour le climat, mais également pour la biodiversité. C'est 2 aspects qui sont très liés. Vous comprenez que les gens qui ont un terrain constructible qui passent en non constructible avec ces PLU soient mécontents? Ça peut se comprendre aussi. Ça peut se comprendre tout à fait, mais des gens qui avaient un terrain, quand il est passé constructible et donc ils ont gagné en quelque sorte, on ne les a pas vus protester. Donc l'intérêt général profitent de temps en temps, et ce n'est pas forcément une perte, puisque ça fait revenir à la valeur du terrain qu'ils avaient avant, quand on décide qu'il soit constructible. Donc en fait,
je comprends que sur le coup, ils soient un petit peu mécontents. Mais il faut savoir que l'intérêt général doit quand même primer sur l'intérêt particulier. Par exemple, le code de la route permet à tout le monde de circuler, donc c'est en sécurité, c'est l'intérêt général. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui disent moi je veux conduire à n'importe quelle vitesse. La dernière question, une des compétences aussi de l'agglo, ça va être d'intervenir sur la gestion des déchets. Vous nous disiez que Limoges avait eu de l'avance et qu'aujourd'hui on avait du retard. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la gestion des déchets à Limoges ? Oui, effectivement, le tri sélectif de poubelles, Limoges a été assez en avance à une époque, il faut reconnaître, sur l'ensemble des villes françaises. Par contre, on en est resté là. Ça n'a pas évolué et il y a besoin d'aller largement au-delà. Il y a un peu, alors sans parler de l'objectif zéro déchet qui serait l'idéal, il faut quand même diminuer de manière extrêmement importante les déchets, d'avoir des filières de tri, de recyclage. Par derrière, il y a tout un tas d'enjeux. Vous avez les enjeux de pollution, on parle de l'océan de plastique qu'on retrouve dans les océans. Et puis le problème aussi qu'on va poser, c'est le problème de l'incinérateur, avec les pollutions donc, par rapport à la santé publique, mais par rapport aussi aux espèces animales et végétales. Et donc, il y a un réel problème. Et nous, on souhaite diminuer de manière très importante la quantité de déchets et peut-être arriver à ne pas faire d'incinérateur. Michel Galliot, merci. Merci Sébastien, merci Franck. Ce podcast est maintenant terminé. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet et notre page Facebook. N'hésitez pas à commenter et partager. Et rendez-vous dans une semaine pour un 5e numéro d'Objectif Limoges. Salut!